Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Jérôme Daher, je suis conseiller conjugal, formateur et coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Et avec ma femme Jeanne qui est derrière, voilà, on a le plaisir et le privilège de préparer les couples au mariage, de les accompagner après le mariage et de les aider à vivre une vie conjugale pleinement épanouie. Et donc, ce que je vais vous donner, qui est le fruit de très longues recherches sur les relations conjugales, s'applique à toutes les personnes, indépendamment de leur foi, de leur appartenance ou pas religieuse. Donc, voilà, c'est une approche scientifique qui va vous aider à sauvegarder et épanouir les relations amoureuses dans lesquelles vous êtes. Et si vous n'êtes pas encore dans une relation, ces mêmes principes vont vous donner des éléments de discernement pour savoir comment choisir la personne avec laquelle votre vie sera la plus heureuse possible. Et pour ceux qui ne sont pas dans une relation et qui ne veulent pas être dans une relation et qui se demandent mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, ces principes vont vous aider à donner de bons conseils. Parce que vous serez peut-être amené à rencontrer des neveux, des nièces, des personnes, des amis qui pourront vous demander conseil. Et ces mêmes principes aussi peuvent nous aider à savoir qui est la personne la plus juste et la plus compatible avec nous. Donc, les 7 principes dont on va parler ont été principalement identifiés et travaillés par John Gottman. Donc, je vais vous donner quelques références pour ceux qui s'y intéressent. Et toute son équipe qui, pendant 3 décennies, ont travaillé sur des couples en les mettant dans un laboratoire qu'ils appelaient le laboratoire d'amour et dans lequel ils voulaient identifier quels sont les éléments qui construisent une relation, quels sont les éléments qui la détruisent, d'une manière empirique, expérimentale, sur le terrain. Alors, les couples étaient conscients qu'ils étaient filmés durant la journée, naturellement pas durant leur intimité. Et pendant qu'ils étaient en discussion les uns avec les autres, ils avaient des machines qui mesuraient la quantité d'adrénaline qu'ils avaient dans leur corps, les réactions instinctives de leur corps quand ils utilisaient certaines phrases, quand ils communiquaient d'une certaine manière. Et donc, ces 7 principes ont été mis dans un bouquin, dans un livre très intéressant pour ceux qui veulent aller à la source, qui s'appelle Les couples heureux ont leurs secrets, et ceux qui veulent le lire dans sa langue d'origine, en anglais, The 7 Principles for Making Marriage Work. Donc, les 7 principes pour réussir son mariage. Après, bien sûr, moi-même et Jeanne, on a étudié cette école et d'autres écoles. C'est pour cela qu'on va vous faire un cocktail, un miel mille fiori avec d'autres écoles aussi qui vont compléter l'approche. Mais maintenant, c'est principalement les principes qui ont été identifiés par Gottman et son équipe de chercheurs, ont été divisés en 2 dimensions. Et ce point, il est très important, qui couvre deux domaines importants à avoir en tête. Le premier domaine, on peut y travailler et le construire, mais il faut qu'il y ait une matrice déjà assez importante présente, préalable. Sinon, ça sera comme un acharnement pour faire fonctionner quelque chose qui a du mal à fonctionner. L'autre domaine, il est parfaitement enseignable et on peut l'acquérir à force de pratique et d'exercice. La première dimension, c'est l'amitié. Et la deuxième dimension, c'est la gestion des conflits. Donc, ils ont trouvé que les couples solides, l'amour qui dure avec le temps et qui résiste à toutes les preuves de la routine, des difficultés de la vie, doit avoir ses racines plongées dans l'amitié. Et donc, les couples qui durent ensemble sont des couples qui potentiellement peuvent être de très bons amis. Et c'est pour cela qu'il faut faire un travail de construction de l'amitié pour consolider son couple. Maintenant, on va voir en quoi consiste l'amitié. Ils l'ont décliné. La deuxième, c'est la gestion des conflits. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la gestion des conflits, qui est responsable d'une très grande partie des échecs dans les couples, malheureusement, mais en même temps, heureusement, parce que celle-ci, on peut l'apprendre, on peut la perfectionner et on peut la maîtriser. Donc, si au niveau de la gestion des conflits, on a beaucoup de douleurs qui s'installent dans la relation, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Il y a des outils et ça sera le sujet de nos rencontres à venir. Alors que dans la partie amitié, comme je vous ai dit, il y a un champ de travail qu'on peut faire, mais en même temps, il faut qu'il y ait un substrat, une essence qui est déjà présente. Et on va la voir ensemble. Donc maintenant,
on va commencer par les 4 qui couvrent le domaine de l'amitié. Okay, alors, le premier principe qui concerne l'amitié, c'est ce que John Gottman a appelé la carte d'amour, the love map. La carte d'amour, pensez à Waze ou à Google Maps, ok. Et donc, il est important pour qu'on puisse naviguer dans l'intériorité de notre partenaire, de construire dans notre tête une carte qui est comme Google Maps, qui nous montre tous ces hauts, ces bas, les étangs, les endroits périlleux, les endroits jolis, etc. Et donc, approfondir la connaissance de la personne qui est devant nous, parce que, et ça c'est et la psychologie et la philosophie qui le dit, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc l'amour, il est toujours la conséquence d'une connaissance profonde. C'est quand on connaît vraiment quelqu'un qu'on décide après si on veut l'aimer ou pas. Parce qu'on peut aussi connaître très bien et ne pas aimer ce qu'on a connu. Mais il faut déjà connaître pour qu'on soit capable d'amour. Et donc un amour qui n'est pas fondé sur une connaissance profonde de l'autre personne est plutôt attraction, et plutôt sentiments qui sont valides pour ceux qui sont, mais on ne peut pas dire que ça c'est l'amour qui est profond, qui est mature, parce qu'il faut vraiment connaître la personne en profondeur pour l'aimer. Alors, les points à avoir en tête quand on veut construire cette carte, c'est développer une compréhension profonde de l'univers de notre partenaire, c'est-à-dire être vraiment dans l'écoute et avoir un intérêt authentique de connaître cette personne et d'approfondir sa connaissance. Donc il faut se taire, voilà, pas tout le temps, mais voilà, un peu de temps. Être à l'écoute, poser des questions ouvertes pour connaître la personne encore davantage, avec une attitude de non-jugement. Parce que si on est dans le jugement et dans la condamnation, la personne qui est devant nous va fermer ses portes, et elle aura raison de le faire, et elle va dire, j'ai pas envie d'être dans une cour martiale, quoi, c'est merci. Et donc voilà, dans une attitude bienveillante pour connaître la personne qui est devant nous. Et là, on a besoin de temps. Ce n'est pas ça ce qu'on ressent quand on voit ses yeux verts luire dans l'obscurité de la chambre du nightclub. Et ça, c'est très joli. Okay, donc les yeux verts sont cool, mais après, ça, c'est la nouvelle étape. Donc au début, il y a l'attraction physique. Là, on est après l'attraction physique. On n'en parle pas de l'attraction physique parce que ça va de soi. En général, on est attiré par l'apparence de la personne, mais il ne faut pas se limiter à ça, il faut aller plus en profondeur. Ça, c'est la profondeur, ça commence ici. Donc, développer une compréhension profonde de l'univers de notre partenaire. Le deuxième point, c'est mettre régulièrement à jour nos connaissances sur ses goûts, ses dégoûts, ses peurs et ses rêves. Okay, et pourquoi et mettre régulièrement, parce qu'il faut que ça soit toujours, qu'il y ait toujours une mise à jour. Comme votre GPS, il est mis à jour, il faut parce que parfois il y a des rues qui disparaissent, il y a des glissements de terrain qui ont lieu, et métaphoriquement, il y a des choses comme ça qui se passent en nous. Il y a des volcans qui explosent, qui n'étaient pas là. Après, on trouve de la lave partout. Il y a des tremblements de terre qui peuvent avoir lieu, et donc la morphologie de notre monde intérieur change continuellement. Alors pour garder, là je parle pour les couples déjà existants, c'est-à-dire les relations. Après on va voir pour les jeunes qui sont impatients comment on va utiliser ça pour identifier la compatibilité ou pas. Donc mettre à jour, ça ressemble à quoi mettre à jour nos cartes d'amour? C'est dans un dialogue continu. Et c'est pour cela qu'une des formules qu'on demande aux couples d'intégrer dans leur habitude, dans leur vie de chaque jour, c'est d'avoir chaque jour un moment de dialogue où on demande à l'autre personne comment va ton monde? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Quels sont tes hauts? Quels sont tes bas? Et pendant que je lui pose cette question, ce truc doit complètement disparaître de ma main et tous les autres écrans aussi. Il faut qu'il y ait un contact du regard, une position, un langage du corps qui montre à l'autre personne que je suis maintenant avec toi, que tout le monde s'arrête, maintenant c'est toi qui compte, et être vraiment dans l'écoute. Donc ça, c'est un élément très important pour mettre à jour nos cartes et savoir ce que l'autre personne est en train de vivre. Si on ne met pas nos cartes à jour, ce qui peut se passer, et là on va courir un peu pour aller dans le futur, un petit voyage dans le futur, ce qui peut se passer, c'est rester ensemble, certes, surtout pour prendre soin des enfants, etc., laisser le temps couler et se réveiller un beau jour, se regarder dans les yeux, en général après que les enfants aient pris leurs envols,
et se demander tu es qui exactement toi? Okay? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sous le même toit? Et parce qu'entre-temps, on aura grandi chacun de son côté et on n'aura pas su dans quel sens chacun est parti et on était restés ensemble tout ce temps-là pour gérer les questions de la maison. Mais plus que ça, il y a plus d'intimité relationnelle, de complicité et d'amitié. Donc là, je vous rappelle, nos amis, on les connaît bien et on aime ce qu'on connaît d'eux. Et le troisième point, restez curieux de votre partenaire et de l'évolution de sa vie intérieure. Il y a des exercices qu'on donne aux couples avec des questions qui peuvent les aider à ouvrir des discussions, avec des questions peut-être toutes simples, qui peuvent ouvrir des dimensions très intéressantes et parler de choses très profondes derrière peut-être une façade qui peut sembler banale. Donc il y a beaucoup d'outils qui ont été pensés et mis à disposition des couples pour que ce dialogue continue entre eux. Voilà. Et donc voilà comment on construit ces cartes. Pour les spirituels parmi vous, c'est un peu la même logique dans la vie spirituelle. Pensez dans une vie spirituelle authentique, pas une vie spirituelle qui consiste à suivre des règles, parce que c'est pas ça le christianisme. Une vie spirituelle où on est vraiment en relation avec Dieu, il faut passer du temps avec lui, le connaître à travers sa parole, le laisser s'ouvrir complètement à lui. Et donc, une relation, c'est fait d'ouverture de l'un à l'autre et de connaissance mutuelle. C'est comme ça qu'on aime les êtres humains, c'est comme ça qu'on peut aimer le divin, si on est ouvert à cette dimension. Deuxième point, affection et admiration. Quand on veut être avec quelqu'un et passer sa vie avec lui, il faut qu'on soit vraiment admiratif de qui il est ou elle est. Là, tout ce que je dis, mettez-le féminin, masculin, c'est la même chose pour tous les deux. Voilà. Et donc, il faut cultiver une culture de l'appréciation et du respect qui est fondamentale, parce que le respect est concomitant à l'amour. Il est très difficile pour le conscient et surtout pour l'inconscient humain de continuer à croire qu'on est aimé quand on nous manque de respect. C'est très difficile. Quelqu'un qui se sent pas respecté accepte difficilement de croire qu'il est aimé. Je te traite comme un animal, mais sois sûr que mes sentiments sont authentiques pour toi. Ça passe pas, quoi. Même s'il veut faire l'effort de croire qu'il est aimé alors qu'on le traite d'une manière humiliante, la personne ne peut pas vraiment être convaincue de ça. Donc, alors, on y arrivera quand on va parler de la gestion des conflits. Donc, le respect, mais aussi l'appréciation. Et notre problème qui est principalement éducatif, c'est qu'en général, on prend pour acquis tous les points forts que nous avons en nous et en l'autre, et on a nos yeux qui sont focalisés sur les faiblesses et les manquements parce qu'on veut le bien de l'autre personne et qu'on veut l'encourager à donner son meilleur et à montrer sa meilleure version. Donc on finit dans une relation conjugale à ne mettre la lumière que sur ce qui ne va pas. Dans une critique gentille ou moins gentille continue, frustrée ou moins frustrée continue, et une personne qui n'entend que des critiques et qui n'entend que rarement de belles choses sur elle finit par flétrir. Voilà. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour cela qu'il est très important de garder cette même attitude, ces mêmes yeux qui, pendant les premiers moments d'amour, ne voyaient que la beauté dans l'autre personne, de continuer à faire l'exercice de me demander, mais est-ce que cette personne est toujours belle? Et si elle est toujours belle à mes yeux, parce qu'elle est toujours aussi patiente, parce qu'elle est toujours aussi généreuse, parce qu'elle se sacrifie toujours aussi bien, etc., de le lui dire à haute voix. Et il y a certaines croyances qui disaient que si jamais je dis à quelqu'un qu'il est bien à haute voix, il va être pourri, gâté, il va cesser de faire les belles choses, etc. Il va me manipuler. J'en sais trop quoi. Toutes les études ont montré que on construit les personnes quand on met en lumière les beautés qui sont en elles. Et donc, il est important, quand on voit de la beauté, de dire « Hey, t'es beau » ou « Tu es belle et voici ce que je vois de beau en toi ». Et ça doit être la norme même après 25, 35, 55 années de mariage. C'est pas seulement pendant la lune de miel et après ça disparaît. Parce que si ça disparaît, c'est comme ça en fait que les amours meurent. Parce que oui, j'aurais dû commencer par ça.
il y a un mythe qui dit que l'amour est voué à une mort certaine. C'est comme un chien, voilà, il est gentil, on l'élève, etc. Et puis à la fin, à 15, 17, 20 ans, à la fin, il va mourir. Et donc l'amour meurt et vient l'habitude, le respect, le status quo, et voilà, on survit à ce qui reste avec le squelette, voilà, de l'amour, et on essaie de vivre avec autant qu'on peut. Alors, les études ont montré que l'amour ne meurt pas, sauf d'assassinat, on va en parler un tout petit peu, ou, et ça c'est la partie la plus intéressante qu'ils ont trouvée dans les recherches, de négligence. Parce qu'on peut très bien ne pas faire de mal à l'autre personne, mais tout simplement ne rien faire à l'autre personne, ni mal, ni bien. Voilà, on s'oublie. Et si on s'oublie, l'amour meurt. Mais si on prend soin de l'amour et on le nourrit, il peut rester vivant pour toujours et s'améliorer en qualité comme le vin, comme un bon vin. Voilà. Donc, cultiver une culture de l'appréciation et la dire à haute voix et ne pas avoir peur de la dire à haute voix. Et alors, si vous voulez donner un peu d'appréciation, essayez de ne pas y coller un mais à la fin. OK? Parce que en général, les mais bousillent tout. OK? Donc tout ce qui vient avant le mais, il est gâché. Genre, ma chérie, merci beaucoup pour ta patience, mais si tu peux arrêter de me harceler à longueur de journée, voilà, on a tout perdu de, voilà, tout le positif. Donc quand on veut être dans le positif, restons dans le positif. Faisons une tente dans le positif et passons une bonne soirée dans le positif. Alors, exprimez régulièrement votre gratitude et votre affection. Alors, on va développer beaucoup la question de l'affection dans le futur, mais pour vous donner déjà un avant-goût, l'affection, c'est l'expression verbale et physique de l'amour, de la douceur et de la bienveillance, mais d'une façon non sexuelle. Ce n'est pas la même chose que la sexualité. Bien sûr que dans la sexualité, il devrait y avoir affection, mais l'affection en tant que telle est indépendante de la sexualité et c'est très important qu'elle le soit, mais on le saura dans une autre rencontre. Pourquoi? Voilà. Et donc, douceur verbale et physique, avec le sourire, le toucher, les paroles douces, elles sont très importantes pour maintenir le feu vivant dans la relation. Troisième point, mettez l'accent sur les qualités de votre partenaire et continuez à les voir. Comme ça, il continuera ou elle continuera à croire en elle ou en lui. Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous êtes tombé amoureux, même si vous devez les écrire. Ouais, pourquoi pas. Voilà. David a senti le besoin d'écrire les choses belles qu'il a vues en Dieu dans les psaumes, comme ça il se les rappelle, surtout pendant les jours noirs où il ne se rappelle plus rien de beau. Voilà. Et donc nous, on peut avoir notre petit livret d'amour ou voilà, d'intimité conjugale où on écrit c'est quoi ce coup de foudre que j'ai eu le jour où je l'ai vu. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu en elle qui m'a convaincu, tu sais mon gars, d'ici la fin de ta vie, tu dois toujours te réveiller et la voir à ton côté. C'est la meilleure chose que tu peux t'espérer. Et on doit avoir une bonne raison pour se dire ça. OK? Et donc, se rappeler ça parce que c'est très important. Bien, donc ça, c'est l'affection et l'admiration. Et donc, rappelez-vous, nos amis, et là, mettez le côté sexuel de côté, parce qu'en général, on ne couche pas avec nos amis, j'espère. Voilà. Et donc, nos amis, on les connaît, on aime ce qu'on connaît d'eux, le premier point, on les admire. Sinon, s'il n'y a pas d'admiration, pourquoi j'irais passer un week-end avec lui? Hein? Donc, ça va de soi. Le troisième point, qui est très très important, c'est de créer un sens commun. Alors, qu'est-ce que c'est que le sens commun? Avoir des principes et des valeurs communes ou communs, avoir une philosophie de vie commune, des objectifs communs, créer des rituels et des traditions, définir et honorer le rôle de chacun. Alors là, on peut passer 3-4 soirées, mais je vais faire bref. Il y a beaucoup de conflits et de douleurs qui ont lieu à ce niveau. On n'a pas les mêmes principes et les mêmes valeurs, et donc on passe le temps à clasher, à être en opposition dans un jeu de force qui veut appliquer ses principes et ses valeurs sur l'autre. On n'a pas la même philosophie de vie. Et là, le problème, c'est que tous les deux sont très bien intentionnés. On n'a pas de méchants dans cette équation. On a deux personnes gentilles qui voient le monde d'une manière complètement différente, tout simplement. Qui n'ont pas d'objectif commun. Pensez à l'objectif du mariage,
bah, quelqu'un qui est orienté carrière, l'autre qui est orienté parentalité, et donc qui n'arrivent pas à aligner leurs priorités dans la vie. Et tous les deux choix sont bons. Il n'y a aucun jugement de valeur. Il y a seulement une différence. Voilà. Qui ont du mal à créer des rituels et des traditions. Et la question là, c'est pourquoi devrait-il créer dans un mariage des rituels et des traditions? Parce que chaque mariage a une identité. C'est une culture, c'est une microculture, un mariage, une famille, qui a ses habitudes, qui a ses rituels. Ça crée une identité et ça crée une appartenance. Et c'est problématique quand dans un couple, on n'a pas d'identité et on ne se sent pas appartenir. Ça reste une blessure. Et donc, quand on n'appartient pas au couple, et comme nous, on a envie d'appartenir par défaut, voilà, on est des créatures sociales, bah, on essaie d'appartenir quelque part ailleurs, dehors. Et c'est comme ça que commencent les problèmes dans les couples. Et donc, le manque d'appartenance veut dire manque de cohésion, manque d'unité, manque de vision commune, manque de force. Et là, on finit dans un conflit perpétuel avec, je répète, de très bonnes intentions des deux côtés. Je vais développer ça un peu plus quand on va parler des critères de discernement que les jeunes devraient utiliser. Et là, je vous donnerai des exemples, en veux-tu, en voilà. Et après, définir et honorer le rôle de chacun. Tout simplement, peut-être que moi, je rêve, parce que quand on entre dans une relation, on a une idée très claire de comment moi, homme, je veux être mari ou époux dans cette relation, comment je me projette comme père. J'ai déjà tout un scénario qui est très bien monté dans ma tête. Et ma chérie a aussi toute une projection de sa féminité dans la relation, de sa maternité, de comment elle veut jouer avec les enfants, comment elle va les élever, etc. Et qu'est-ce qu'elle veut que je fasse, moi, autour de tout ce qu'elle va faire. Donc, elle a son rôle clair dans sa tête et mon rôle clair dans sa tête. Or, si mon rôle dans ma tête n'est pas aligné à mon rôle dans sa tête, là, ça va gronder. Okay, et il y aura pas mal de conflits. Et donc, sur la parentalité, sur le rôle qu'on doit jouer dans notre interaction devant les enfants, sur l'héritage culturel, spirituel, philosophique qu'on veut transmettre aux enfants. Et c'est surtout avec les enfants que ces problèmes naissent. En général, quand on est tous les deux, ouais, je te laisse croire en le Père Noël et moi je crois en la fée des dents, et on peut très bien vivre notre vie tranquille ensemble. Mais une fois qu'on a le fruit de notre amour et de notre union, ces petits bouts de chou qui sont devant nous, et que instinctivement chacun de nous veut donner le meilleur du meilleur à ces petites créatures, c'est là où le problème commence. Et donc, moi, je veux donner le meilleur du meilleur de moi, qui n'est pas le meilleur du meilleur selon les yeux de ma femme, et on commence avec avec le conflit. Donc ça, ce n'est pas à sous-évaluer. 4. Donc, le quatrième point de la colonne amitié ou du groupe construire l'amitié, c'est créer une connexion émotionnelle. En général, les amis, bah, ils se soutiennent, ils sont là quand ils ont besoin l'un de l'autre. Ton ami, si tu es en train de crever une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois que tu l'appelles, hé mec, j'ai besoin de toi, il te dit, j'ai pas de temps, je suis en train de boire une bière, voilà, j'ai pas de temps pour toi. De l'amitié, il n'y a pas grand-chose qui reste, parce que tu te sens toujours abandonné, il n'est jamais là pour toi. Ce n'est pas seulement un rapport intéressé, c'est plutôt une solidarité authentique, quoi. Je t'aime bien et je suis là quand tu as besoin de moi. Non seulement pour partager ta peine avec toi et te donner un coup de main, mais aussi pour partager ta joie avec toi. C'est ça l'amitié. Voilà. Et donc, comment on crée l'amitié à ce niveau? Bah, c'est une connexion émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que la connexion émotionnelle? C'est un investissement relationnel, je répète, investissement relationnel au niveau de la vie banale de chaque jour. Je prends de tes nouvelles, je suis à côté de toi quand tu as besoin de moi. Tu es triste, bah, je viens pleurer avec toi. Tu es content, bah, je danse avec toi, etc. Je te donne un coup de main ici, etc., etc. Et donc, c'est prêter attention aux demandes de connexion de votre partenaire, c'est ça la connexion émotionnelle. Donc déjà, faire attention ou être à l'écoute au moins. Moi, je fais difficilement attention. En tant qu'homme qui fonctionne comme un laser, Jeanne peut avoir vraiment besoin de moi et moi ne pas me rendre compte du tout qu'elle a besoin de moi.
Et donc, elle a besoin de m'envoyer un signal d'alarme, parce que je suis complètement perdu dans mes idées. Mais quand j'entends au secours, c'est codifié, c'est des signaux sur lesquels on s'est mis d'accord. Là, je quitte tout et je vais chez elle, je vais la voir. Parce qu'en faisant ça, je lui dis, tu es ma priorité. Et donc, c'est comme ça qu'on maintient une connexion émotionnelle. Si je lui dis, écoute, tu m'embêtes, j'ai pas de temps pour toi, bah, ça commence là à ne plus avoir de crédit dans ma tirelire, dans son cœur. Voilà. Donc, prêtez attention aux demandes de connexion de votre partenaire. Réagissez positivement aux petits moments de connexion émotionnelle. Que veut dire réagir positivement au moment de connexion? Je vous donne un exemple tout bête. Je suis en train de lire un article super intéressant sur les dernières frappes aériennes du Liban avec toute la magouille politico-géographico, je sais pas trop quoi, et je suis tendu, etc. Et par exemple, elle vient me dire, chérie, j'ai besoin de te dire quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, là, j'ai 3 scénarios. Ou bien je lui dis, fiche-moi la paix, je suis en train de réfléchir à quelque chose de très très grave. Là, il y a le Moyen-Orient qui explose pour la 50 millième fois, et donc j'ai pas de temps pour toi. Donc je l'envoie balader. La deuxième chose, c'est j'accepte, parce que je connais peut-être les conséquences après, et j'ai peur des conséquences, j'accepte de tout abandonner et d'aller chez elle. Mais je ne rate pas une occasion de lui montrer que je suis contrarié. Donc j'ai une gueule comme ça, bah, ouais, dis-moi. Et je souffle et je siffle dans tous les sens. Et donc je le fais malgré moi, donc avec mauvais cœur. La troisième, et c'est ce que les pros font, c'est si je décide de tout arrêter pour elle, c'est de le faire avec un grand sourire et un bon cœur. Sinon, c'est mieux de l'envoyer balader que d'aller lui donner ce qu'elle veut tout en grognant et en lui pourrissant la vie. Alors, le mieux, c'est d'aller avec un grand sourire. Okay, c'est pas de l'envoyer balader. Et vice-versa. D'accord? Donc, c'est ça, réagissez positivement. Donc, quand on veut faire un acte de bonté et de bienveillance, le faire de tout son cœur, c'est mieux que de le faire à moitié. Prenez l'habitude de vous engager avec votre partenaire dans la vie de tous les jours. Alors, on va approfondir tout ça dans d'autres rencontres, mais vivez des choses ensemble et surtout, j'ai été surpris, Jeanne et moi, quand on a étudié ça ensemble, jouer ensemble. Parce que les amis, ça s'éclate ensemble. C'est pas toujours une ambiance d'enterrement. Allez, viens mon pote, on va aller au crématorium, voilà. Non, non, c'est les amis pleurent ensemble, mais aussi ils font la fête ensemble. Et il est très important pour le couple de continuer cette dimension ludique, parce que la dimension ludique, elle crée complicité, approfondit l'amitié et décontracte. On n'est plus tout le temps en train de parler de choses sérieuses dans le couple, comment aider les enfants à avoir un bon avenir, comment tuer ta mère parce qu'elle me pourrit la vie, etc. Non, ça... voilà. Donc, voilà. Et à un moment donné, on ne parle de rien de sérieux, on prend le bowling et on fait les zouaves et on s'éclate comme des fous. Okay, on essaie de faire tomber les trucs, comment on les appelle, les trucs du bowling, les quilles. Et elles tombent pas ou tombent à peine, etc. Et donc, des fléchettes, aller danser, il y a des cours de danse sur Groupon qui sont à très bon marché, du salsa et de la bachata. Voilà, si ça vous intéresse, oui, c'est vrai. Donc jouer ensemble, c'est très important, ça rallume de nouveau le feu de l'amitié. Mais l'important, c'est de faire des choses qui nous plaisent à tous les deux et que ça ne soit pas une corvée pour quelqu'un et une joie pour l'autre. Bien. Et le quatrième point, c'est créer des comptes en banque émotionnelle grâce à des interactions positives. C'est-à-dire entrer dans une logique un peu financière. Même si dans l'amour, on n'aime pas impliquer l'argent, mais la logique derrière ça est très intéressante. Parce que à chaque acte de bienveillance et de douceur et de tendresse qu'on fait, on dépose une unité amour. C'est comme de la monnaie, c'est comme un euro, mais un euro amour, quoi. Dans notre compte en banque, dans le cœur de notre partenaire. C'est-à-dire, si vous voyez le cœur de Jeanne, il y a un compte Jérôme dans son cœur. Et à chaque fois que je fais quelque chose de bien, de sympa, je dépose, j'ai un crédit dans son cœur. Alors, ils ont découvert,
dans leur recherche pour savoir qu'est-ce qui tue l'amour vraiment et comment on peut garder l'intimité dans le cœur, dans le couple, que plus mon crédit est haut dans son cœur, et plus elle a des sentiments positifs, elle est attirée à moi, elle me veut relationnellement, même physiquement, et plus, et ça c'est le plus important, elle a de la tolérance pour mes bêtises. Et donc je fais une erreur, elle laisse passer, chérie, n'en parlons pas. Mais si mon compte est dans le rouge, si je respire d'une manière non mesurée, c'est la terre qui se fend en deux et l'enfer qui m'engloutit. Et on a des réactions démesurées et je fais la même chose avec elle. Donc on s'attend pour se faire payer des factures parce qu'on a notre crédit en rouge. Et donc, il est très et c'est là où ils ont découvert, et c'est ça la grande découverte, c'est que l'amour, le crédit descend dans le rouge, parfois en chute libre, si elle me voit assis sur les genoux de la voisine. Là, c'est chute libre, ok? Mais il peut aussi être dans le rouge graduellement à coup de négligence. Donc, je lui parle pas, je passe pas du temps avec elle, je ne l'écoute pas, j'ai plus de patience, je la laisse, je l'abandonne, je la néglige, I side with the enemy. Je prends le parti de l'ennemi contre elle, voilà. Donc, je suis pas solidaire avec elle, etc. Et à ce moment-là, bah, ça commence petit à petit à tomber dans le rouge. Et c'est comme ça que les amours meurent. C'est pour cela que quand on accompagne les couples, une des premières choses pour redonner un coup de flamme à leur amour, c'est de les aider à adopter un mode de vie, de soins et de bienveillance qui s'incarne tous les jours par des tout petits actes de gentillesse et d'amour. Voilà. Et c'est ça ce qui fait vraiment la différence dans la relation. Quand on ne sait pas ça, on s'oublie pour un bon moment et après on se rappelle l'un de l'autre pendant les grands événements, l'anniversaire du mariage, Noël, son anniversaire, mon anniversaire, etc. Et on va acheter de grandes choses. Ils ont découvert que ces grands feux qu'on allume en achetant des bagues ne sont pas sustainable, durables. Ils ne sont pas durables. Et qu'à un moment donné, ça s'éteint vite, alors que les petits actes d'amour journaliers, c'est ça ce qui alimente le feu et qui le laisse vivant. Donc, à bon entendeur, salut. Non, alors, continuez à acheter des bagues, sinon moi je vais plus rentrer chez moi. Il y a mesdames qui vont m'attendre dehors, qui veulent ma tête. Donc, achetez des bagues, mais n'oubliez pas ces petites choses. C'est dans ces petites choses qu'on construit l'intimité. Pas seulement avec les bagues. Mais il n'y a rien contre les bagues. Bien. Donc ça, c'est la connexion émotionnelle. Maintenant, on passe au bleu, c'est-à-dire tout le côté gestion de conflit. Laissez votre partenaire vous influencer. Ça, c'est intéressant. Ils ont découvert que les meilleurs couples, c'est les couples qui ont une capacité de s'influencer mutuellement. Donc, je l'écoute, je me laisse influencer par elle, elle m'écoute, elle se laisse influencer par moi, parce qu'il y a un respect mutuel et il y a une admiration mutuelle. Parce que si elle ne m'admire pas, elle va légitimement se poser la question, mais pourquoi je l'écouterais? De toute façon, il comprend rien, il est paumé. Okay? Mais si vraiment elle m'admire, bah, elle va me donner un peu de crédit, m'écouter, et c'est comme ça que on peut arriver à une très bonne gestion de conflits parce qu'il y a une influence mutuelle, une entente mutuelle et une position non de supériorité, non de compétition. Je vais lui prouver que c'est moi l'alpha dans cette relation, elle pige rien de rien. Non, non, voilà, on est partenaires et parfois, bah, elle peut m'ouvrir les yeux à une perspective qui m'échappe. Et ça, c'est d'autant plus vrai que les cerveaux, malgré tous les discours qui veulent mettre tout au même niveau, les cerveaux masculins et féminins sont vachement différents. Et c'est cool. C'est cool. Il y a une complémentarité extraordinaire. Donc moi, si j'ai un minimum de bon sens, je dois m'ouvrir à la perspective de ma femme parce qu'elle voit des choses que moi, en tant qu'homme, je ne peux pas voir, tout simplement. Et elle aussi. Et c'est comme ça qu'on se complète. Donc voilà, se laisser influencer. Et donc pour se laisser influencer, comme j'ai dit, il faut qu'on soit
à pied d'égalité de dignité, voir devant nos yeux notre complémentarité et accepter l'influence de l'autre parce que on ne se croit pas l'alpha et l'oméga de la création, quoi, tout simplement. Bien. Alors, en quoi ça consiste? Partager le pouvoir et la prise de décision dans la relation. Après, vous savez, c'est du bon sens. Jeanne et moi, on a été obligés, de par notre vie un peu dingue, de prendre des décisions très, très importantes et parfois douloureuses, comme par exemple celle de quitter le Liban et de venir en France. Parce que ça a été un arrachement assez fort. Vous imaginez si je l'avais traînée par les cheveux malgré elle, en la faisant arriver ici? Au moindre problème, je serais la seule personne à blâmer. En plus du total manque de respect que je lui impose un projet en lequel elle n'est pas convaincue. Et donc, voilà, on a parlé, on a discerné, on a prié, vu qu'on est croyants tous les deux, et et à la fin, on a pris la décision tous les deux. Et comme ça, maintenant, quand on souffre ensemble, et quand on est dans la jubilation, ben on jubile ensemble. C'est pas quelqu'un qui est toujours laissé derrière et qui traîne et qui doit subir les conséquences des inspirations ou hallucinations de l'autre. Voilà, comme ça, on est au moins tous les deux. Et même si parfois, pour d'autres décisions qu'on a prises dans notre vie, on a pris certaines décisions qui étaient mauvaises, je ne parle pas de notre venue en France, bah à ce moment-là, on a assumé tous les deux avec bon cœur ce choix qu'on a fait. Voilà. On n'a pas bien vu, c'est pas grave, on se tient l'épaule sur l'épaule et on affronte ça. Voilà, et on grandit ensemble. Donc ça aussi, ça aide. Donc voilà, partager le pouvoir et la prise de décision dans la relation. Soyez ouverts aux opinions et aux idées de votre partenaire, on l'a parlé, on ne va pas répéter. Cherchez à faire des compromis et à trouver un terrain d'entente dans une perspective de gagnant-gagnant, parce qu'on est équipe, il faut se rappeler toujours ça. Et il n'y a pas quelqu'un qui veut se montrer le vainqueur et le supérieur sur les autres. On est vraiment dans une logique de gagnant tous les deux, parce qu'on est un finalement. Montrer du respect pour la vie de notre partenaire, même si on ne le partage pas. Et ça, ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, on peut facilement montrer du dédain, de l'irrespect, une prise à la légère de ce que l'autre personne est en train de dire. Mais toi, tu piges rien à tout ça, c'est moi l'expert en la matière, etc. Et là, il faut vraiment garder une attitude de bienveillance et de respect pour cette autre personne, que j'ai choisie, en fait. C'est important, ça. Bien. Et vraiment, ce n'est pas dans une logique de 50-50, de 50%, 50%, plutôt dans une logique de partenariat et de complémentarité. Faut pas entrer, c'est pas du business là. L'autre jour, je t'ai donné l'ok sur un projet, maintenant c'est ton tour de me donner. Non, c'est pas ça. C'est vraiment dans une logique de partenariat et d'ouverture envers l'autre. Le 6e principe, résolvez vos problèmes résolvables. Il est important de résoudre les problèmes qu'on peut résoudre, parce que si on ne les résout pas, ils se transforment en l'éléphant dans la chambre. Vous connaissez l'éléphant dans la chambre? C'est un petit éléphant qui remplit toute la chambre, mais on fait semblant qu'il n'existe pas. Bon, il n'y a pas d'éléphant. Il est où l'éléphant? Et là, je suis entre ses pattes, il peut m'écraser, et je fais semblant qu'il n'existe pas. Donc, c'est des problèmes qu'on ne veut pas résoudre et qui grandissent en dimension petit à petit, pour arriver au point où il n'y a plus de place pour nous dans la chambre, tellement l'éléphant, il est devenu grand. Parfois, il peut se muter en dinosaure et nous bouffer tous les deux. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on peut ne pas vouloir parler de l'éléphant? Parce que ça fait partie aussi parfois de notre tendance naturelle. Moi, je suis de nature introvertie, et je préfère ne pas être dans la confrontation. Et si on peut faire semblant que les choses n'existent pas, bah, ça sera bien pour tout le monde. Parce que de toute façon, j'aime pas être dans une confrontation, surtout avec quelqu'un que j'aime. Et ça, c'est moi, c'est un exemple concret. Donc, j'ai tendance à ne pas. Il y a d'autres personnes qui aiment beaucoup, qui sont stimulées par la confrontation. Allez, allez, on va faire la bagarre, la bagarre. Voilà. Et donc, l'autre personne, il se dit, non, 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 je veux pas la bagarre. OK? Et on commence à se fuir, ou bien on essaie d'en parler, mais à chaque fois, ça chavire mal. Et donc, à la fin, on se dit, laissons tomber, le temps va régler tout ça. Le temps ne règle rien. Voilà. Et donc, il faut résoudre nos problèmes. Donc, il faut apprendre des techniques efficaces de résolution des problèmes. Et ça s'apprend. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, quelqu'un comme moi qui a de la difficulté à parler, il peut apprendre à parler.
Là, il faut qu'elle appuie sur le bouton pour que je me taise. Utilisez des amorces douces lorsque vous soulevez des questions, donc avoir des mots doux. Alors là, j'ai un petit conseil à donner. Alors, ni la dissimulation est bonne, ni l'agression est bonne. Ce qui est bien, c'est de parler avec des propos doux. C'est ça l'intelligence relationnelle. Alors parfois, les personnes qui ont des propos blessants se justifient en disant bah, au moins moi je dis les choses, je les cache pas. Et je suis direct et et je te coupe la tête. Et celui qui dissimule dit bah, au moins moi je suis pas un barbare comme l'autre qui coupe la tête à tout le monde et donc je reste un gentleman et je dis rien. Alors il faut dire mais bien dire, c'est tout. Et le fait que je sois sincère en disant les choses et en tranchant la tête aux gens ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de souffrir. Les bonnes intentions ne justifient pas une communication douloureuse. Et donc, je ne peux pas dire à la personne qui est devant moi, tu n'as pas le droit de souffrir parce que moi, je suis plein de bonnes intentions et j'ai dit les choses comme elles sont. C'est nul. Il faut que tu sois content parce que je l'ai dit avec sincérité. Bah, ça marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les études qui ont été faites sur les êtres humains ont montré à quel point on est sensible aux paroles. Mais ils ont branché les couples sur des machines qui mesurent les battements de leur cœur, la quantité d'adrénaline, etc. dans leur corps. Et ils ont vu que quand des mots de ce genre sont utilisés, c'est tout le corps qui instinctivement se met en état d'alerte. On réagit comme ça aux paroles. Les paroles sont importantes. D'où toute l'ingénierie et l'art de la communication qui seront le thème de notre prochaine rencontre. Donc ça, je vais le développer dans une rencontre comme celle-ci la prochaine fois. Je vous donnerai les dates après. Parce que là, apprenez des techniques, mais je vous en ai donné aucune. Mais je vais vous en donner. Là, c'est vraiment, on balaie toute la superficie, après on va aller en profondeur. Pratiquez l'auto-apaisement pour gérer vos propres émotions, c'est-à-dire apprendre à se calmer. Donc si tous les scénarios d'homicide et de génocide remplissent mon imaginaire, bah, il faut apprendre à gérer mes émotions, à me calmer pour être dans le dialogue. Et ça s'apprend, ça aussi. Voilà. Moi, j'avais tendance à casser tout ce qui bougeait autour de moi, pas les hommes, pas les êtres humains, mais n'importe quel objet physique. Bah, on peut faire mieux, voilà, que de transformer en Incredible Hulk. Vous savez, le gars qui devient vert. Et, voilà. Donc voilà, faire des compromis et trouver des solutions gagnant-gagnant, là aussi. Et faire preuve de tolérance à l'égard des défauts de l'autre. Parce qu'on aura un jour besoin que l'autre ait de la tolérance envers nos défauts. Et si quelqu'un pense qu'il est parfait, je vous donne une bonne nouvelle, vous ne l'êtes pas. On est de pauvres types tous et on a besoin de grandir, d'apprendre, de changer. Et c'est très bien, et c'est normal comme ça. Bien, donc ça, beaucoup de personnes ne savent pas faire ça, et il y a toute une science, et on peut l'apprendre, et ça sera le thème de notre prochaine rencontre. Numéro 7, surmonter l'impasse, honorer les rêves. Ça, c'était une découverte pour moi quand on l'a étudié. Je ne m'y attendais pas à ça. Mais c'est très logique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Identifier les rêves ou les objectifs sous-jacents dans les conflits apparemment insolubles. Parfois, il y a des conflits, on voit très bien que le robinet qui dégouline, c'est pas vraiment l'histoire. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et parfois, derrière des conflits récurrents, insolubles visiblement, il y a des rêves qui n'ont pas été entendus, honorés. Et ça mérite un peu d'approfondissement. Qu'est-ce qu'on peut avoir un rêve pour notre mariage, pour notre vie personnelle? À votre avis, donnez-moi un exemple. Causez avec moi. Comme ça, je ne vous ennuie pas trop. Un rêve de vie. Et qui, s'il n'est pas accompli, on reste frustré, on vit avec amertume. Oui,
Par exemple, avoir une maison. Oui. Réussir sa vie de couple. Oui. Avoir des enfants. Elle s'est imaginée toute sa vie entourée de 5, 6 enfants. Ou bien lui. Et elle se marie avec lui ou avec elle, et lui, il veut un enfant et demi, maximum, mais pas plus parce qu'on a d'autres choses à faire, plus importantes. Il a le droit d'avoir les priorités qu'il veut. Seulement là, on a un rêve qui n'a pas été accompli, qui n'a pas été exaucé. Et ça laisse la personne vivre avec un profond amertume. Donc il faut être très vigilant sur les rêves et ne pas les sous-évaluer. Voilà, les vrais rêves. Alors, si vous avez du mal à penser à des rêves, faites cet exercice quand vous rentrez chez vous. Demandez-vous cette question. Quels sont mes rêves? Vraiment, quels sont mes rêves? Par exemple, mon rêve à moi, c'est de transmettre ce qu'il y a de plus précieux pour moi à mes enfants. Et ce qu'il y a de plus précieux pour moi, c'est l'amitié avec Jésus. Ça c'est moi, c'est mon petit monde à moi. Et donc, si je m'étais marié avec une femme qui a une autre philosophie de vie, d'autres priorités. Pour elle, elle veut les voir tous des CEO de multinationales avec des Lamborghini comme voiture de travail et une Bentley comme voiture de loisirs, etc. Et tout le côté spirituel, on peut très bien les avoir, c'est très bien tout ça. Mais tout le côté spirituel, elle s'en moque royalement. Ben, je vais vivre toute ma vie avec cette amertume de ne pas avoir transmis à mes enfants ce qui, pour moi, est le plus précieux. Et donc d'avoir échoué et ma paternité et ma parentalité et de ne pas avoir été accepté et aimé pour qui je suis. Parce que quand on piétine notre rêve, on nous piétine à nous aussi. Et c'est avec de très bonnes intentions tout ça. Elle n'a pas décidé de piétiner mon rêve. C'est que de toute façon, c'est que tout simplement, on n'avait pas le même rêve. Il est important de regarder nos rêves et de voir s'ils sont compatibles ou pas. Bien, on continue. Créer une atmosphère d'acceptation et de compréhension. Passer de l'impasse au dialogue. Donc, j'essaie de découvrir son rêve. OK. Qu'est-ce qui est vraiment sous toutes ces couches pour toi? Quelle est la vraie raison de ta souffrance? J'entends, je comprends, je montre de l'empathie et là, je commence à passer de l'impasse au dialogue. Comment? Si je ne peux pas te donner tout ce que tu veux, peut-être parce que c'est tout simplement impossible, comment je peux te donner un peu? Aide-moi à t'aider. Et c'est là où la négociation commence à se faire. Soutenez les rêves de vie de l'autre, même si vous ne les partagez pas entièrement. C'est très important. Et personnellement, moi et Jeanne, dans notre vie professionnelle, on a vu des couples se métamorphoser pour le bien quand ils ont découvert leurs rêves sous-jacents et ils les ont mis à l'honneur. Ça a vraiment fait une très grande différence. Donc ça, c'est le numéro 7. Et ça aussi, ça s'apprend. Donc voilà, pour faire un résumé, alors ça c'est du rouge, je ne sais pas si vous le voyez rouge. Donc voilà, construire l'amitié, carte d'amour, affection et admiration, sens commun, connexion émotionnelle. Après, gérer les conflits, influence mutuelle, résoudre les problèmes, surmonter l'impasse et honorer les rêves. C'est le même. Donc, ouais, excusez-moi, ça c'est 4, 6, 7. 5, 6, 7. Voilà. C'est les 3 pour gérer les conflits. Maintenant, on va très rapidement faire le même exercice, mais pour les jeunes qui sont en recherche d'éléments de discernement pour choisir leur partenaire. Allez, on fait ça vite. Donc, les 7 principes, les mêmes, mais appliqués sur la sélection. Okay? Bien. Carte d'amour. Connaître mon partenaire. Observez la curiosité et l'attention qu'un partenaire potentiel porte à votre vie, à vos intérêts et à vos expériences. Il y a des personnes qui s'en moquent royalement. Tu peux causer autant que tu veux, tu m'intéresses. Voilà, et je te laisse causer. Okay? Parce que tout simplement, elle ou il ne s'intéresse pas. Ou parfois, il s'intéresse et ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il connaît ne lui plaît pas. C'est ça ta vie? Oui. Alors, si ça ne lui plaît pas, à lui ou à elle, c'est bye bye. Parce que rester avec quelqu'un qui
n'embrasse pas mon histoire, aussi douloureuse qu'elle soit, ben, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Et il a le droit de ne pas m'aimer. Mais j'ai aussi le droit de ne pas être avec quelqu'un qui ne m'aime pas, tout simplement. Donc voilà. Et donc, un vrai intérêt, une vraie attitude d'écoute. Évaluer l'intérêt que vous portez à la découverte de son univers. Ça aussi, c'est une question que moi, je dois me poser. Est-ce que je suis intéressé à connaître cette personne? Et est-ce que j'ai aimé, j'ai apprécié ce que j'ai connu de cette personne? Donc ça, c'est la première question. Et rappelez-vous, la connaissance est le fondement de l'amour. Cherchez quelqu'un qui pose des questions pertinentes et qui se souvient des détails importants à votre sujet. Parce que derrière tout le drame de il a oublié le jour de notre anniversaire, etc., elle pense à appeler le premier assassin pour qu'il l'assassine. Il y a vraiment un sentiment légitime de est-ce que ce qui est précieux pour nous est précieux pour toi, quoi. C'est plutôt l'intérêt qu'on montre à l'autre personne et l'effort qu'on met pour se rappeler des choses qui sont importantes et qui comptent. La deuxième, c'est affection et admiration. Est-ce que je suis admiré par cette personne? Est-ce que j'admire cette personne? C'est une très bonne question. Après, il faut décliner tout ça. Il faut décliner dans qu'est-ce que j'admire dans cette personne. Alors, si tu admires ses yeux, ses cheveux bouclés, sa silhouette et ses biceps et triceps, c'est cool, mais c'est pas suffisant. Voilà, il faut aller plutôt dans les qualités de caractère, de personnalité, les vertus, les qualités spirituelles, etc., pour voir cette personne, de quelle pâte elle est faite. Et donc ça, c'est très important. Donc évaluez si vous ressentez naturellement du respect et de l'admiration pour cette personne. Et un des indices qui peuvent vous aider, c'est si vous vous sentez fier d'être avec cette personne. Ça, c'est un bon indice. Genre, si tu es avec quelqu'un et tu lui dis, écoute, on va voir mes parents, mais reste bien caché derrière moi. Parce que j'ai honte de te montrer à eux. Ramasse ce qui te reste de ta dignité et envole-toi. Tu mérites pas ça, quoi. C'est injuste. Donc, il faut qu'elle se dise, il faut que son attitude à elle et à lui, c'est où étais-tu durant toute ma vie? Where have you been all my life? Où est-ce que tu étais durant toute mon existence? Et quel jour heureux le jour où je t'ai rencontré. C'est ça la bonne attitude. Donc il faut être dans l'admiration et voir ce qu'on admire dans l'autre personne, mais en même temps, jeter un regard sur ce qu'on n'admire pas et se poser la question suivante, est-ce que ce que je n'admire pas dans cette personne est un problème majeur qui peut tuer notre relation? Si il n'est pas du genre à grimper sur l'Himalaya 2 fois l'an et que toi tu grimpes sur l'Himalaya 2 fois l'an, tu peux dire c'est pas grave. C'est pas un hyper grand sportif acharné sur le mont Everest, c'est pas grave. Mais si pour toi, il ou elle euh, euh, a un vrai problème avec l'argent, bah ça c'est un problème qui est important. Parce que le rapport à l'argent, il est fondamental dans la relation et il montre aussi beaucoup de choses au niveau de la personnalité. Et, et je ne fais aucune critique contre personne, mais ça c'est un point important. Et donc si la personne avec laquelle je suis a toute sa sécurité focalisée sur l'argent, ben elle va s'accrocher, s'agripper à l'argent et sacrifier plein de choses, quitte à avoir assez de sécurité et avoir un bon compte en banque, même si on va sacrifier d'autres priorités importantes pour la famille que elle ou lui ne voudrait pas sacrifier. Et là, on entre dans un jeu de conflit et de voilà et d'incompréhension, voilà, et de frustration. Et aussi un autre conseil, si on veut que quelque chose change en quelqu'un pour que nous soyons heureux, il faut que cette chose, quand on n'est pas encore marié, change avant le mariage. Parce que parfois, on a une approche du mariage, genre une fois qu'on est marié, tout va disparaître comme par magie. On va être transformé et tous les problèmes vont disparaître. Rien ne va disparaître. Les choses ne disparaissent que si on y travaille, on s'y acharne. Alors si après on découvre, après le mariage, qu'il y a un problème, il faut y travailler et on change.
Mais si avant le mariage, il y a un problème dans sa personnalité à lui ou à elle, qui doit être changé, une addiction, des habitudes vraiment destructives, etc., bah, il faut faire le chantier de travail avant et pas le laisser pour après en espérant que ça va disparaître tout seul. Voilà. Ou bien dire, bah, si jamais ça change pas et ça peut pas changer, peut-être lui, il veut pas changer, ou elle ne veut pas changer, à ce moment-là, c'est mieux de se quitter. Examinez si elle exprime de l'appréciation pour vos qualités, elle ou il exprime de l'appréciation pour vos qualités et vos réalisations. Ça doit être mutuel. C'est-à-dire, si vous êtes dans une relation où vous aimez plus que vous n'êtes aimé, fuyez. Vous méritez pas ça. Il faut que ça soit vraiment mutuel. C'est pas une œuvre de charité, c'est pas l'action catholique que d'aimer quelqu'un. Et si la personne vous donne le message, tu dois vraiment te sentir honoré que quelqu'un comme moi aime quelqu'un comme toi, fuyez aussi. Parce que ouais, j'ai vu de ces modèles. Ouais. C'est douloureux tout ça. Vous imaginez quelqu'un qui vit toute sa vie dans une relation où il est en train de mendier l'amour et se sentir toujours pas assez bien, mais c'est comme ça que les manipulations après émergent. Il y a aussi une rencontre sur les manipulations et les comportements toxiques dans les relations. Donc, je lui ai dit, on va ouvrir la boîte de Pandora et vous allez voir, il y a de très belles choses qui nous attendent. Voilà, donc c'est que des petites introductions. Donc, affection et admiration. Allez-y. Et donc, voilà. Créer un sens commun. Ha. Examinez si vous avez des valeurs et des philosophies de vie compatibles. Discutez des rôles que vous envisagez dans une relation à long terme. Voyez si vous pouvez imaginer créer ensemble des rituels et des traditions significatifs. Alors, mes amis, vous êtes fatigués, mais donnez-moi le meilleur de votre concentration. C'est le moment. L'ouverture et l'acceptation de l'autre, c'est une très belle vertu. C'est sympa de ne pas être dans le jugement, d'accueillir toutes les personnes avec toutes leurs différences, toutes leurs spécificités. Tout ça, c'est très beau. Et c'est génial, surtout dans un contexte de copains, un bootcamp pour créer une cohésion d'équipe dans le travail, où tu vas manger des merguez et boire un bon Johnny Walker avec ton ami Wiccan, qui te dit comment il a fait l'amour avec l'arbre au solstice du printemps. Et non, c'est des histoires vraies. En fait, ils m'ont invité à faire l'amour avec l'arbre. Et j'ai dit non, bah, je suis marié. Voilà, non seulement je suis fidèle à ma femme et je couche pas avec d'autres femmes, mais je couche pas avec des arbres aussi. Voilà, voilà, autant être fidèle à fond. Et ou bien avec le bouddhiste qui te parle de la réincarnation ou de la métempsychose de son grand-père, etc. Tout ça, c'est vachement intéressant. Et moi qui a fait l'étude comparative des religions, parce que ça me passionnait, c'est extraordinairement intéressant. Point. Maintenant, quand on veut faire un projet de vie avec une autre personne, on a intérêt vraiment à avoir une vision, une philosophie et des valeurs communes. Sinon, ça va être compliqué. Mais pour des choses simples, euh, combien de couples en souffrance on a accompagné des personnes de très bonnes intentions qui sont en opposition, dans un antagonisme, parce qu'ils ont des philosophies différentes, tout simplement. Au Liban, parce que, mais même ici, mais au Liban, j'ai travaillé pas mal avec des couples interreligieux, donc musulmans avec chrétiens. Et je vous donne un exemple tout bête. Un couple, lui croyant, elle croyante, donc l'un musulman, l'autre chrétien, en toute bonne foi, ils se sont aimés, des personnes très belles, de l'intérieur et de l'extérieur, tout ce que vous voulez, qui ont une grossesse non planifiée. Ok? Alors, dans le christianisme, la vie de l'enfant est reconnue depuis le moment de la fécondation. Dans l'islam, elle n'est reconnue qu'à partir du troisième trimestre, du premier trimestre, donc après 3 mois. Voilà. Et donc, avant, ce n'est pas un être humain. Donc, on peut avorter l'enfant sans que la personne soit en difficulté. Qu'est-ce que vous faites? Un autre exemple d'un druze, d'une personne druze. Donc, les druzes, si vous ne le connaissez pas, c'est une secte qui se dit musulmane, mais qui n'est pas reconnue par l'islam officiel et qui croit en la réincarnation. Donc, ils ont des idées qui ont été empruntées de l'hindouisme et du bouddhisme, etc. Et donc, un couple très intéressant, aussi de très belles personnes,
elle est convaincue que l'enfant qui vient de naître, c'est son grand-père qui s'est réincarné. Elle y croit profondément. Lui, ça le dépasse entièrement. Mais le fait même qu'il voit sa femme regarder son enfant et penser que c'est son grand-père, ça le fait flipper. Tout simplement. Non, mais là, on ne critique personne. Vraiment, elle peut croire ce qu'elle veut. Mais après, comment ils peuvent être sur la même longueur d'onde, ces deux belles personnes, avec des croyances aussi différentes que ça? Et donc, mes amis, ne vous laissez pas stigmatiser par des slogans du genre si tu décides de te mettre avec quelqu'un qui te ressemble, tu es fermé sur toi-même, tu fais ton propre ghetto, je sais pas. Non, non, c'est du bon sens, tout simplement. Créer une connexion émotionnelle. Soyez attentif à la manière dont la personne réagit à vos tentatives de rapprochement. Observez son comportement dans les situations de la vie quotidienne. S'engage-t-il ou elle, ou se retire-t-il ou elle? Évaluez vos propres tendances. Êtes-vous naturellement enclin à vous tourner vers cette personne? Ou est-ce qu'à chaque fois, vous devez vous faire violence pour aller vers l'autre personne? Si ça ne vous vient pas naturellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment une conviction et une admiration envers l'autre personne. Et ça c'est un point important parce que si avant le mariage, on ne s'implique pas dans notre relation l'un avec l'autre, on n'est pas attentif, on n'est pas aux petits soins de l'autre personne, etc., ça ne va pas apparaître après le mariage. En général, on a la crème de la crème avant le mariage et tout l'effort, c'est de maintenir la crème de la crème. Mais si au début, il n'y a pas de crème de la crème, on n'aura pas de raison de la faire advenir après. Mais si elle était avant et qu'elle a disparu après, on peut la faire advenir. Donc faites attention. L'implication de la personne montre son amour. C'est beaucoup plus authentique que je t'aime, je te donnerai ma vie s'il était nécessaire. Oui, c'est très gentil, mais est-ce que je peux compter sur toi pour ça, par exemple? Si tu peux pas compter sur lui ou sur elle, c'est qu'il n'y a pas vraiment une implication. Il n'y a pas de conviction profonde. 5. Laissez votre partenaire vous influencer. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, recherchez quelqu'un qui apprécie votre opinion et qui est ouvert à vos idées. Si il ou elle prend à la légère votre opinion, se moque de vous et vous regarde avec un regard condescendant, fuyez. Évaluez votre propre volonté de vous laisser influencer par cette personne. Parfois, si vous voulez pas, si vous n'acceptez pas de vous laisser influencer par l'autre, c'est qu'il n'y a pas une vraie admiration finalement. Il faut vraiment admirer l'autre personne pour croire qu'il y a une valeur, une plus-value dans ce qu'il peut m'apporter ou elle peut m'apporter. Donc, évaluez votre volonté à vous laisser influencer par cette personne. Et parfois, cette volonté de se laisser influencer n'est pas liée à la validité ou à l'admiration ou pas de l'autre personne, mais à un durcissement personnel. Donc, si vous êtes sclérosé quelque part, moi je l'étais, je vais vous donner un exemple, et vous êtes imperméable aux conseils qui vous viennent de l'extérieur, ça aussi on peut le changer. Ça s'apprend de s'adoucir, d'ouvrir, d'écouter, de se remettre en question. Donc ne perdez pas espoir. Observez comment les décisions sont prises lorsque vous êtes ensemble. Y a-t-il un équilibre? Faites attention surtout, messieurs. Au début de la relation, on a vraiment très envie de plaire à nos chéris. Et on a tendance à leur dire oui, surtout, pour toutes les choses. Et donc, mesdemoiselles, résistez cette noble habitude ou tendance. Demandez-lui à ce qu'il soit participant dans la décision. Et vous, messieurs, c'est important que vous soyez aussi participants dans la décision. Donc, parce que parfois on l'a fait par générosité, parce qu'on veut lui plaire, mais ça peut créer un déséquilibre où tu dis jamais ce que tu veux, et c'est elle qui doit toujours prendre les initiatives. À la fin, elle se fatigue elle-même, quoi. Elle dit, ben, écoute, fais quelque chose, quoi. Bon. 6. Résolvez vos problèmes résolvables. Et là, observez la façon dont vous gérez les désaccords au début de la relation, évaluez ses compétences en matière de résolution de problèmes et sa volonté de faire des compromis. Réfléchissez à ce que vous ressentez pendant et après les conflits avec cette personne. Si, après les conflits, on se sent complètement vidé
en train de faire une paralysie partielle du visage et du corps, ne pas pouvoir dormir à cause des cauchemars et parler avec des êtres imaginaires pendant la journée, c'est que vous avez du travail à faire à ce niveau-là. Voilà, ça c'est important. Et là encore, bonne nouvelle, ça s'apprend ces choses-là. Mais il faut les apprendre avant le mariage. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un programme de préparation au mariage qui est très bien fait, basé sur des recherches scientifiques que moi-même et Jeanne nous donnons aux couples qui se préparent au mariage, et il y a d'autres formules que d'autres personnes donnent. Mais investissez sur ça, c'est très important. C'est des programmes où on travaille beaucoup de domaines de la relation, la communication, l'affection, la partie de la personnalité, la psychologie de chacun, la gestion des finances, le rapport avec la famille d'origine. Il y a tout un monde et ça réduit énormément les risques de conflits et de divorce. Donc ça, c'est un bon investissement avec les petits fours et les gâteaux. Bien. Donc voilà. Et 7, surmonter l'impasse. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Discuter de vos objectifs de vie et de vos rêves dès le début de la relation afin d'identifier des points de blocage potentiels. Si toi, ton rêve, c'est de rejoindre Médecins sans frontières et de passer tes années à Kaboul à aider les personnes dans des zones de guerre, c'est énormément louable et je m'incline devant ce projet. Mais si elle veut avoir sa maison de campagne et être dans le confort de la vie de tous les jours, bah, ça va pas marcher. Okay, donc c'est important aussi de parler de nos rêves. Évaluer la façon dont vous gérez les différences d'opinion ou d'objectifs de vie. Parfois, on peut gérer, on peut trouver un compromis. Parfois, on ne peut pas. Donc, il faut être aussi conscient qu'on peut pas, ce n'est pas sain de faire marcher de force une formule. Ça peut faire mal. Donc, il faut être aussi clair sur les compromis qu'on fait et quels sont les compromis qu'on peut faire et ceux qui nous coûtent tellement qu'on finit par perdre qui nous sommes. Et c'est là où c'est de trop. Il ne faut pas le faire, ce compromis. Recherchez une personne qui s'intéresse à votre rêve, même s'il diffère du sien. Il peut ne pas avoir le même rêve, mais au moins qu'il le respecte. Je vois ton rêve, je l'embrasse et je m'engage à t'aider à l'accomplir. Et là, c'est chapeau. Là, on est sur du bon terrain. Donc voici, John Gottman a créé une maison qu'il a appelée la maison du couple solide. Et c'est là les principes qu'il a mis, donc qu'on a vu ensemble. Et il y a 2 colonnes qui sont importantes, sinon l'édifice ne tient pas. C'est la confiance. Une relation sans confiance, il n'y a pas. Donc là aussi, la confiance, ça fait partie des choses qu'on doit admirer ou pas dans une personne. Alors, et il faut être vigilant sur ça, parce que la confiance, on peut la perdre. Et ça sera un autre thème. Quels sont les murs qu'on doit mettre pour protéger notre maison? Et l'engagement. Voilà, quand on donne un engagement, ben on le donne. Et basta. Et c'est comme ça qu'on construit une vie solide. Mais en dessous, ça c'est pas Gottman qui l'a mis, c'est moi parce que je me suis inspiré d'autres écoles. Il y a toutes les vertus. Il n'y a pas de maison qui n'est pas construite sur un rocher. Ou bien, on peut la construire sur du sable, mais elle va s'effondrer. S'effondrer. Et donc, le roc, selon d'autres études, mais Gottman aussi en parle, mais il ne se focalise pas beaucoup sur ça, c'est les vertus. Et il y a une seule que je vous supplie d'identifier, c'est, alors, dans un langage spirituel, on l'appelle l'humilité. Dans un langage psychologique, on l'appelle la capacité à être enseigné, être enseignable. Parce que c'est ça l'humilité. Et c'est intéressant de voir l'humilité par ce biais. Parce que quand on entend humilité, ou bien ça ne nous dit rien, ou bien ça nous dit beaucoup, mais on ne sait pas vraiment comment l'identifier. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? Alors, je vais la disséquer vite fait. Savoir que je ne suis pas parfait, ne pas en mourir d'une crise cardiaque, voilà, être à l'aise avec le fait que je suis imparfait,
demander pardon pour les erreurs que je fais, apprendre à faire différemment, faire différemment. C'est tout. C'est cool. Imaginez votre vie sans ça. Je suis quelqu'un qui pense qu'il est parfait, qui ne demande jamais pardon, qui ne reconnaît jamais ses erreurs. Et donc, par défaut, quand il y a un problème dans la relation, où est-ce que je mets l'erreur? Sur l'autre. Donc, je manipule, je contrôle, c'est toujours toi le problème, c'est toujours toi qui dois changer. Et donc, vous imaginez une vie comme ça, il n'y a aucune croissance, aucun changement, aucune amélioration. On est sclérosé dans de la douleur toute notre vie. Et donc, il y aura aussi une partie sur les vertus parce qu'elle est très très importante. Et c'est le travail en partie de Alexandre Havard sur les vertus dans le leadership, mais aussi dans les relations conjugales. Oui. Moi, j'ai très grande question. Les applications de rencontres, les réseaux sociaux, alors, j'ai rencontré des couples, excellents couples, qui n'ont pu se rencontrer que grâce au site de rencontres chrétiens. Je parle de couples chrétiens. Mais il y en a d'autres pour d'autres religions. Le problème avec notre monde actuel, c'est que si on veut parler seulement des chrétiens, c'est qu'on est devenu très peu nombreux et parfois on peut, dans notre milieu de travail, ne rencontrer personne qui nous ressemble. Et donc, on a besoin, comme si un ami me fait connaître une personne qui est aussi une amie, voilà, une amitié commune, un site de rencontre peut jouer ce rôle, mais il reste très limité. C'est-à-dire, après le bonjour, comment vas-tu, le premier échange, il faut vraiment entrer en profondeur et travailler ces 7 principes. Si on va rester au superficiel, on n'ira pas, non seulement on n'ira pas loin, il n'y aura pas de bon fondement pour la relation. Donc moi, je ne diaboliserai pas ces instruments, mais il faut les utiliser, en profiter et les utiliser d'une manière intelligente. Ça peut aider. Merci. Tu vois, parfois, je trouve qu'il y a des rêves qui peuvent être des fuites par rapport à une situation, par rapport à des épreuves, où en fait, ça va être une tentation de... Oui. Excellente question. Je vais la dire à haute voix parce qu'on a une excellente question ici. Isabelle a dit qu'il y a certains rêves qui peuvent être des fuites d'une réalité et pas vraiment des rêves qui expriment mon identité. Et je vous donne un exemple. L'autre jour, je jouais avec Jeanne ce jeu, en fait, pour rester en dialogue, il y a un jeu avec 450 questions ouvertes qu'on peut utiliser pendant nos soirées. Et une des questions, c'est, tu reçois un coup de fil de ta grand-tante, en fait pas d'elle, de son avocat, qui te dit que grand-tante, elle est morte, mais elle t'a laissé 5 millions d'euros avant de partir. Et elle t'a dit, fais-en bon usage, mon enfant. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, ma réponse à elle, c'était, je vais m'acheter une île en plein Pacifique où personne ne peut arriver et me construire une petite maison et ne plus voir d'être humain d'ici la fin de mon existence. Voilà, vivre sans électricité, sans eau, rien du tout, et disparaître. Ça, c'est pas un rêve. C'est un délire de quelqu'un organisé ou mal organisé, de quelqu'un qui est un peu fatigué, qui en a marre et qui veut disparaître. Donc, heureusement qu'elle ne m'a pas pris au sérieux et qu'elle n'a pas commencé à penser comment m'acheter l'île en plein Pacifique, à côté de Bora Bora, etc. C'est, voilà, donc il faut être aussi dans ce dialogue et dans le discernement, voir si notre rêve est vraiment une expression de qui nous sommes, ou est-ce que c'est une fuite, ou c'est une manifestation d'une blessure qu'on veut compenser d'une manière malsaine aussi. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. Donc voilà, tout ça demande du travail, mais c'est très joli. Vous savez, l'aventure, quand on plonge dans nos profondeurs, on trouve des choses très belles, et en nous et dans les autres personnes. Après, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Il y a un travail important que nous faisons dans la préparation, dans le cours de préparation au mariage. Le cours de préparation au mariage, c'est 20 heures de travail intensif.
c'est pas les 3 rencontres à l'église. C'est pas, donc là, c'est un programme de formation qu'on donne. Un des aspects, c'est de voir l'héritage qu'on a reçu parental, donc ce que mon papa m'a enseigné sur le masculin, sur la paternité, ce que ma maman m'a enseigné, etc. Et de faire une comparaison avec mes attentes, mon héritage, mes attentes, l'héritage de ma femme et ses attentes, parce que parfois même notre sélection peut être guidée par ces expériences de parentalité qu'on a vécues. Donc on peut ou bien choisir quelqu'un qui ressemble en bien à nos parents parce que ça nous a fait tellement bien, ou bien en même temps on peut choisir quelqu'un qui a les mêmes défauts de nos parents parce qu'on veut gagner la revanche et avoir une certaine compensation. Donc si j'avais par exemple une mère qui était distante, peut-être que je serais attiré à une femme qui est distante pour que je compense au manque que j'ai vécu avec ma mère et que je change un peu ma réalité. C'est comme régler son compte avec son enfance. Et ça, c'est la thérapie Imago qui a travaillé beaucoup cet aspect. Vous pouvez la lire si ça vous intéresse. C'est très intéressant. Donc travailler sur le bagage que j'apporte avec moi de ma famille va m'aider beaucoup déjà à purifier mes attentes de mon conjoint, donc de ce que j'attends d'elle ou de lui, et savoir si je suis pas en train de choisir mal aussi ou pas. Voilà, donc de purifier mon choix, oui. Faites attention, il y a des ennuis. Là, prends des sources, faites attention. Parfois à chercher sans vraiment faire un choix, rire pour le fait qu'évidemment ils ne veulent pas, alors que Ouais. Vous avez parfaitement raison dans ce que vous dites. Alors, ni la fille parfaite existe, ni l'homme parfait existe. Il y a des imparfaits qui vont bien ensemble. Voilà. Et qui s'aident mutuellement à grandir et à extraire le meilleur l'un de l'autre. Donc, c'est ça le mariage. Et c'est une très belle expérience. Et moi, je le ferai 1000 fois. Je vivrai 1000 vies. J'aurais fait le même choix, celui de me marier. Mais le problème, c'est que les statistiques, je connais pas les statistiques en France, mais celles des États-Unis, parce que j'ai été formé là-bas, c'est 50% de divorces. Pardon? 52 en France. Et là, on parle des divorces. On ne parle pas des ménages qui restent ensemble faute de mieux. Voilà. Et donc, à la fin, ceux qui sont vraiment épanouis dans leur relation, ce n'est pas la majorité. Ça, c'est sûr. Une des raisons pour moi, et j'en suis profondément convaincu, c'est qu'on ne prend pas le mariage au sérieux, aussi au sérieux qu'on prend conduire une voiture. En France, combien d'heures de conduite assistée vous faites pour avoir votre permis de conduire? 20 ou 50? Pardon? Une vingtaine. Voilà. Et combien d'heures de formation à la vie conjugale les couples font avant leur mariage? Aucune. Donc, on ne prend pas les bons outils. Et là, c'est la science qui nous les donne. Et plus on va, par exemple, la prochaine rencontre, si vous pouvez venir, vraiment, ça va vous faire du bien. On nous apprend toutes les techniques d'un langage qui est intelligent, qui est bien structuré, qui ne déclenche aucun mécanisme de défense dans la personne devant nous. Moi, je l'ai appris après mon mariage. Mais c'est horrible. Un truc de ce genre, j'aurais dû l'apprendre à l'âge de 5 ans. Ils nous ont bourré notre crâne avec des idioties à ne pas en finir, et les bases d'une communication intelligente, on ne les a pas apprises pour les utiliser avec les personnes qu'on aime, mais même au niveau de notre rapport avec nos frères, avec nos amis, etc. J'étais en plein dans le sarcasme, dans la critique, dans l'ironie, moi. Mais tout ça, c'est de l'idiotie au niveau de l'intelligence relationnelle crasse.
Et ça m'a fait beaucoup de mal et ça a fait du mal aux personnes qui sont autour de moi. Et Jeanne a commencé à en souffrir parce que mon sarcasme lui faisait mal. Et moi, je pensais que vu que je dis les choses avec un sourire, ça va passer, elle va bien le prendre. Elle le prenait pas bien, elle avait raison de ne pas bien le prendre. Et donc, ces petites choses, si on les apprend, bah, ça rend notre mariage joli. Donc moi, et pardonnez-moi si mon message était un message d'épouvante et de gare à vous si vous pensez au mariage. Allez vous marier, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire sur cette planète, mais apprenez les outils et apprenez comment conduire cette voiture pour l'amour de Dieu. Et elle va vous emmener très loin. Mais si vous allez conduire la voiture sans aucune heure de conduite, bah, vous risquez d'avoir des accidents, tout simplement. Oui. Ouais. En France, on est en train de se déchristianiser. C'est pas une réponse politique. Alors avant, il y avait fortifier et la famille. Parce que la famille, en fin de compte, c'est la nation. C'est la nation, on est d'accord. Alors, je suis d'accord avec vous, mais moi, je ne pige pas politique. Je suis, moi, mon grain de sable, je l'ajoute dans l'accompagnement des couples et dans l'éducation. Et je pense que je suis en train de faire le travail que je suis capable de faire. Les personnes qui ont une place à remplir dans le monde politique doivent le faire. Chacun vraiment doit être actif sur son front. Mais là, on a vraiment un bagage scientifique qui peut faire du bien à tous les couples et qui peut aussi nous protéger de certaines idéologies. Parce que dans les recherches que Gottman a fait, et beaucoup d'autres chercheurs, ils ont beaucoup travaillé l'aspect monogame de la nature humaine, alors qu'il y a certains discours polyamoureux qui ne reconnaissent même plus, voilà, qui ne reconnaissent même plus le bien fondé d'une relation entre deux personnes, entre un homme et une femme. Et parfois, je rencontre des couples qui demandent conseil. Lui, il est avec une vision polyamoureuse, donc il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas de fidélité, etc. Et elle croit toujours qu'elle lui appartient et il lui appartient. Mais lui, il appartient à toute la ville en même temps. Et donc, et là, alors, on peut faire toute la guerre idéologique possible et imaginable, mais si on se base sur la science qui a montré les attentes de la nature humaine et que nos cerveaux, même au niveau neuronal, sont fait pour une seule relation, donc on est monogame même physiologiquement, là tu as un discours qui peut devenir moins conflictuel et plus audible aux personnes qui sont intéressées par une anthropologie saine. Et pas seulement nous les cathos contre les autres, ou nous les musulmans, ou nous les juifs, etc. On a de bons outils entre les mains. C'est pour cela que je voulais les vulgariser. Oui. Je pense que cette théorie très à la mode, défendue par nos plus grands intellectuels, qui veut qu'une relation amoureuse ne dure pas plus que 3 ans. Ben, c'est faux. Ils ont montré la fausseté de ça. Et il y a une des rencontres qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer un peu le schéma de nos rencontres. Voilà. Voilà. Alors, la prochaine fois, on va parler de résoudre les problèmes. Donc, toutes les techniques de communication intelligente, l'ingénierie de la communication. Donc, comment lui dire à la personne qu'on aime, tu me fais mal, ça va pas, mais sans la blesser et sans déclencher l'enfer. Après, on va parler de la connexion émotionnelle. Et donc, pardonnez-moi. Et dans la connexion émotionnelle, les chercheurs ont identifié 15 besoins émotionnels. Si on y travaille, on peut se garantir un amour qui ne meurt pas. Tout simplement, c'est mécanique, c'est technique. Tu fais attention à ces 15 besoins émotionnels, ton amour ne va pas tiédir. Tu les abandonnes, tu les négliges, ton amour va mourir. Et c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si on peut maintenant rêver à un amour qui va durer dans le temps. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle que je vous porte. Mais il faut connaître l'art et la technique nécessaire, et après, tout devient facile. Et donc, on aura alors, je pense pas que je vais pouvoir les finir en une seule rencontre. Peut-être que ça va traîner sur 2 rencontres. De toute façon, on a 10 rencontres cette année.
donc on prendra notre temps. Et, et après, on va parler du sens commun des vertus qui sont fondamentales pour le mariage. Donc voilà, on va après disséquer et analyser chacun de ces principes. Mais ça, ne serait-ce que celui-là et celui-là, donc numéro 2, donc résoudre les problèmes et la connexion émotionnelle, ça peut vous garantir un mariage heureux. Et si vous êtes dans un mariage qui est en souffrance, ça peut le guérir, je vous promets. Et on l'utilise avec les couples et ça fait beaucoup de... ça donne de très bons résultats et dans très peu de temps. Donc, et donc les couples qui vivent comme ça, selon les études de Gottman qui ont été faites sur 30 ans, okay, et qui continuent à faire des recherches, bah, c'est des couples qui restent contents ensemble et qui ne languissent pas d'ennui et de... Je sais pas trop quoi. Oui. Vous n'avez pas évoqué du tout ce rapport à la sexualité. C'est ici. Vous avez dit que vous allez en parler. Ouais, c'est ici. C'est dans la connexion émotionnelle. Avant le mariage, par rapport à... Oui. Et après, dans le mariage. Oui. Et les conséquences. Alors, vu que vous voulez un petit appetizer, comment on dit appetizer en français? Apéritif. On va parler de la sexualité dans le couple, dans la connexion émotionnelle, parce que c'est une des connexions émotionnelles, la sexualité. Et là, on va prendre notre temps, on va parler du porno, de toutes les déviations, du sadomasochisme, etc. Parce que y a des perversions au niveau de la sexualité qui sont très nocives, psychologiquement parlant, qui ont gagné du terrain parce qu'elles ont été présentées comme quelque chose de cool par des films dans le mainstream, genre 50 nuances de Grey et tout le bazar qui est venu après. Et donc, on pense que faire souffrir la personne qu'on aime dans l'acte sexuel, c'est super cool, ça pimente notre relation et on va au nirvana. Ça les fait plonger dans l'enfer et il y a des recherches, une littérature scientifique écrasante sur ça. Voilà, c'est même pas la religion qui a un mot à dire ici, c'est la science qui dit à quel point c'est nocif. Et le porno, et je vais en parler. Et malheureusement, toutes les personnes ne sont pas au courant de ça, parce que j'ai rencontré même des conseillers conjugaux qui conseillaient aux couples de regarder du porno pour pimenter leur vie conjugale. Alors qu'il y a, comme je vous ai dit, une littérature scientifique sur ça, sur la nocivité du porno qui est écrasante. Il suffit seulement de googler ça et tu as toute la littérature devant toi. Il ne faut pas être un génie. Alors, quant à la sexualité avant le mariage, ben justement, c'est un point intéressant ici, parce que dans les principes de compatibilité, il n'y a pas question de sexualité. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand il s'agit de construire l'amitié, ben, l'amitié ne doit pas avoir comme condition la sexualité. Comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'être sexuellement actif avec nos amis pour qu'on les aime. Et donc, mais même, il y a des recherches qui ont été faites dans un bouquin très intéressant, écrit par 2 médecins, et qui a résumé beaucoup de recherches en neurosciences sur l'impact du sexe sur le cerveau humain, qui dit le suivant. Alors, ce bouquin, il n'a pas été traduit en français, malheureusement, il s'appelle Hooked, H-O-O-K-E-D. The Impact, donc le sous-titre, c'est The Impact of Sex on Human Behavior, l'impact du sexe sur le comportement humain. Et là, ils expliquent que il est dans l'intérêt des personnes en discernement, donc avant l'engagement, que ce soit dans une église, dans une synagogue ou n'importe où, de laisser le sexe de côté pour être sûr qu'il y a ce qu'il faut pour construire une amitié solide, parce que le sexe a un aspect addictif qui est bien. C'est bien d'être addicted. Addict à ta chérie et de la vouloir tout le temps, tant mieux. C'est donc addictif, il a et le plaisir qu'il donne peut absorber tout ton système de plaisir et avoir tout ton cerveau se focaliser sur ça, et ça sera facile pour toi de ne plus voir les éléphants, voir les dinosaures dans la chambre. Et donc ça deflecte, ça dévie ton regard des choses importantes sur lesquelles il faut travailler parce qu'on est en train de passer de bons moments ensemble.
C'est pour cela que les couples qui viennent me voir, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils n'adorent à aucune religion, et qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr qu'on est bien fait l'un pour l'autre, parce que parfois on a des doutes. Je leur dis, vous savez quoi, pendant ce mois, 2 mois, 3 mois d'accompagnement que je fais avec vous, pour consolider votre relation, vu que je les prépare aussi à un engagement, arrêtez le sexe et focalisez-vous sur toutes les autres manières et façons de vous aimer l'un l'autre. Et je leur enseigne les expressions, les soins qu'ils peuvent prendre l'un de l'autre, les intimités psychologiques, spirituelles qu'ils peuvent vivre, etc. Et c'est là où ils voient s'ils sont bien connectés l'un avec l'autre ou s'ils n'étaient ensemble que parce qu'ils faisaient des prouesses dans le lit. Voilà. Et les prouesses dans le lit, ce n'est pas sustainable, durable. Ce n'est pas durable parce que le sexe, c'est la cerise sur le gâteau. Donc avant, il faut s'ingénier pour qu'il y ait un gâteau. Et si on se focalise sur la cerise et qu'il n'y a pas de gâteau, à un moment donné, la cerise, elle n'a pas de place. Et j'ai vu des couples me dire, bah avant, on était tous les deux dans le nirvana, on a appris par cœur tout le Kama Sutra, c'était une bombe nucléaire matin, midi, soir. Maintenant, on n'a vraiment pas envie de se toucher, quoi. Il y a quelque chose qui a manqué. Ben justement, parce qu'il n'y avait pas de fondement. Mais s'il y a des fondements, c'est le gâteau qui va donner tout le temps sa splendeur et sa raison d'être à la cerise. Et plus il y a une intimité psychologique et spirituelle entre les deux, et plus leur intimité physique sera intensifiée et sera belle. Et ça, c'est même pas Jésus qui le dit, ni l'Église catholique, c'est des livres scientifiques. Et donc, allez le lire. Bien sûr, malheureusement, il n'a pas été traduit en français, mais avec DeepL, vous connaissez là, voilà, traduisez-le avec DeepL et vous aurez l'essence du bouquin. Et c'est intéressant de s'ouvrir à ces dimensions, oui. Mais c'est toujours hooked, n'est-ce pas? Hooked. Hooked, H-O-O-K-E-D, the brain science, on how casual sex affects human development. Ah oui. Voilà, ça c'est le bon titre. L'articulation entre la foi, donc l'amour dans le Christ, l'amour, et toutes les techniques de faire un couple réussi. Est-ce que la foi est la différence quand elle est pratiquée dans le couple ou c'est des techniques indépendamment Non, on l'a appris, c'était écrit noir sur blanc, l'intimité spirituelle qui fait partie d'une des connexions émotionnelles. Donc là, on a parlé de sexualité, on a parlé de spiritualité. Les couples qui sont connectés spirituellement ensemble augmentent beaucoup en intimité relationnelle. Et donc, il est important d'avoir une vie spirituelle commune. Ça ajoute à la complicité, à l'amitié dans le couple. Et je le vis quotidiennement avec ma femme. Le fait qu'on prie tous les deux ensemble, qu'on prie avec les enfants, qu'on bénit les enfants, mais aussi qu'on prie l'un pour l'autre. Parfois, quand je me sens mal, quand j'ai le cœur lourd, je suis troublé, etc., je vais vers elle, je lui dis, s'il te plaît, bénis-moi, prie pour moi. Et donc, elle met sa main sur mon cœur, elle demande au Seigneur de me bénir à haute voix, donc je l'entends me bénir. Mais tout ça, ça crée quelque chose de très intime, de très beau. Et donc... ce soir, c'est que pour moi, je pensais que la foi allait imprégner tous ces points. Et là, vous me dites, ben non, c'est juste dans le 4, il y a un sujet. Ah non, alors je me suis très mal exprimé. Oui, elle imprime tout, parce que si elle est authentique et qu'elle nous habite, mais le fait d'accepter l'influence de ma femme, mais ça fait partie de ma foi. Si je vis cette attitude, comme par exemple Joseph la vivait avec Marie, c'est une attitude d'ouverture à l'autre, d'humilité. Là, on l'appelle humilité et non plus être enseignable, etc. Et tout ça, ça transparaît. Il y a une cohérence et un parallèle étonnant entre toutes les vertus chrétiennes et une vie conjugale saine. Ça transparaît partout. Mais moi, je n'ai pas voulu l'aborder par cette fenêtre parce que parmi les présents, peut-être qu'il y a des non-croyants et eux aussi, ils peuvent vivre un mariage très, très beau sans qu'ils aient l'obligation de rencontrer le Christ et de l'accepter dans leur vie, même si ça, c'est mon désir intime pour toutes les personnes. Parce que Jésus, c'est mon ami depuis mon enfance et on est potes, quoi. Et je sais à quel point il est désirable et il est beau. Mais en fait, cette science, cette vérité qui transparaît dans la science,
elle est un don de Dieu à tous ses enfants, même ceux qui ne croient pas en lui. Donc autant la donner à tout le monde.